Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce webinaire sur les tendances marketing de l'été 2025. J'espère que vous allez bien. Le but ce matin, c'est d'explorer ensemble donc 10 concepts qui me paraissent tendances en termes de marketing pour cet été 2025. Alors tout d'abord, quelques mots sur G-Réseau, donc l'entreprise dont je fais partie. G-Réseau, c'est un organisme de formation qui est situé au Mans. On a un centre de formation à Montparnasse. Et nous proposons des formations inter-entreprises, intra, des prestations de conseil et toute une gamme d'éditions dans les domaines des ressources humaines, du management, du développement personnel, de l'efficacité professionnelle. Voilà, donc on est un organisme de taille moyenne, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. On forme à peu près 20 000 personnes tous les ans. Et aujourd'hui, je représente le département marketing de G-Réseau. Je suis à la fois responsable marketing communication de G-Réseau. Et nous proposons une gamme de formation dans ce domaine. Donc, qui je suis? Donc, je suis Hervé Rioche, je suis chez G-Réseau depuis un petit peu plus de 20 ans, où je m'occupe du département marketing communication. Je suis auteur de 2 livres, un livre qui s'appelle Marketing Direct, qui n'est plus proposé, et donc qui faisait un état des lieux de tous les supports du marketing direct, et puis un ouvrage beaucoup plus récent sur le marketing digital, dont la 3e édition a été publiée très récemment. J'interviens également en école de commerce dans les domaines du marketing stratégique, marketing digital, marketing direct. Donc, pour commencer notre programme, donc comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est de faire un tour d'horizon de 10 concepts qui me paraissent centraux en ce moment en marketing. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, hein, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui se diffusent en ce moment dans le monde du marketing. Pour autant, j'en ai retenu 10 pour lesquels j'ai vu pas mal d'infos circuler durant les dernières semaines, les derniers mois. Et je vous propose de les exposer et puis surtout de voir ensemble quels peuvent être les impacts de ces concepts sur vos stratégies marketing, votre façon de faire du marketing en entreprise, parce qu'on voit que tout change et tout change très rapidement. Donc, on se donne 60 minutes à peu près, donc 45 minutes de présentation, 15 minutes de questions-réponses. Le support sera disponible à l'issue du webinaire. Et donc, si vous avez des questions, ce sera plutôt en fin de webinaire. Et je serai à votre disposition ensuite pour y répondre par mail éventuellement. Donc, pour commencer tout de suite, le premier concept, on va parler d'attention. Le concept d'attention, ce n'est pas un concept nouveau, il existe depuis longtemps, mais on voit depuis quelques semaines, quelques mois, qu'il est vraiment l'objet de beaucoup d'articles, de beaucoup d'interrogations dans le monde du marketing. Par exemple, cet article de Stratégie que j'ai vu il y a quelques semaines, qui nous disait que Kantar Media avait développé de nouveaux modèles pour mesurer l'attention des consommateurs. Donc, on voit que c'est une vraie problématique de la part des grands acteurs du marketing, les institutionnels comme Kantar Media, également les annonceurs. Alors, pourquoi l'attention est au cœur de l'attention justement en ce moment? Eh bien, tout simplement parce que c'est une ressource rare. On se rend compte que finalement, il est très difficile de capter l'attention de ses prospects, de ses clients. Une étude était sortie qui avait montré qu'on était sollicité entre 4 000 et 10 000 fois par jour par des marques, depuis son réveil jusqu'à son coucher, on est soumis à entre 4 000 et 10 000 sollicitations. Ça paraît énorme, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire quand on se balade dans la rue, sous un abribus, quand on regarde son téléphone portable, quand on navigue sur le web et qu'on a des bandeaux publicitaires, la somme de toutes ces sollicitations, c'est entre 4 et 10 000 par jour. Ce qui veut dire que pour les annonceurs qui sont en face, c'est très difficile de capter l'attention des prospects et des clients. Et donc, il y a un vrai enjeu par rapport à ça. Donc, la raison de fond, c'est évidemment l'infobésité. On a de plus en plus d'infos qui circulent, notamment sur le web. Et depuis quelques mois, un volume d'infos qui est encore dopé par l'IA. En nombre de pages web, on atteint des sommets, c'est-à-dire que le nombre de sites dispo et de pages web a été plus que multiplié par 2 en quelques mois. Un autre aspect, c'est que l'attention se fragmente. L'attention, ce n'est pas un concept unique. Il peut y avoir une attention complète. C'est ce que tous les annonceurs recherchent auprès de leurs prospects, évidemment, d'avoir la plus grande attention. Mais elle peut être également fragmentée. C'est l'image que je vous ai montrée en introduction de ce concept. Voilà, on peut avoir une mère et son fils qui sont sur leur canapé, chacun sur leur téléphone, avec la télé allumée. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'ils sont soumis à trois propositions en même temps et que leur attention ne peut pas être complète auprès d'un seul média. Parallèlement, qu'est-ce qu'on voit? On voit la fin des métriques quantitatives.
notamment sur le web. C'est-à-dire qu'un GA3 nous donnait des infos sur la volumétrie des pages vues, le nombre d'audiences, le nombre de clics. Et on voit que ce modèle, il est complètement battu en brèche, notamment par la dernière version de Google Analytics, GA4, qui va beaucoup plus mesurer des événements, c'est-à-dire de l'engagement des internautes et non plus des données très statiques. Et ça va encore plus loin avec les dernières modalités de mesure de l'attention, avec notamment des enquêtes qui sont faites en ligne par les médias et qui permettent de voir finalement ce qui est vu sur les sites web. Donc la notion d'eye tracking, de brain data, on est sur la notion d'intention et d'émotion par rapport au support publicitaire. Et puis, on a aussi des KPI dans le monde de la publicité qui apparaissent, des KPI de valeur d'attention par dollar, par exemple. Donc, on voit que c'est un KPI complètement nouveau. C'est-à-dire, pour $1 investi, quel est le niveau d'attention que je vais recevoir de la part de mes prospects. Petite parenthèse sur ce thème de l'attention. En 2015, Microsoft avait soi-disant publié une étude qui remettait en question la durée d'attention de nos prospects, de nos contacts, en disant qu'on était passé sous le niveau d'attention d'un poisson rouge. Donc l'attention d'un poisson rouge, c'est 9 secondes, semble-t-il, et à partir de 2013, Microsoft nous avait dit qu'on était passé à une attention moyenne de 8 secondes. Alors cette stat, qui était plutôt ludique, avait été reprise par beaucoup de médias, beaucoup de réseaux sociaux, mais elle n'avait pas été complètement décryptée. Et en fait, l'étude disait quasiment le contraire. C'est-à-dire que, en effet, l'attention moyenne sur les supports publicitaires est de 8 secondes, mais il est totalement possible d'avoir l'attention complète de ces prospects pendant plus longtemps, sous réserve évidemment de leur proposer un contenu de qualité. Donc, beaucoup de marketeurs ont retenu cette stat en se disant, oui, justement, il faut que j'ai des supports qui n'aillent que jusqu'à 7 secondes de lecture, donc des contenus très courts, vraiment des contenus très rapides et très denses, très impactants, alors que non, l'étude disait que l'attention moyenne était à 8 secondes, mais que, évidemment, on pouvait la pousser plus loin avec des contenus différents, et c'est ce qu'on va voir dans un autre point. Donc, les bonnes pratiques par rapport à ces mouvements autour de l'attention, c'est réussir à déclencher une attention qui est choisie et qui n'est pas forcée. C'est complètement illusoire de penser qu'en poussant un contenu qui est impactant, on va pouvoir avoir l'attention complète de nos prospects et surtout les faire s'engager. Un prospect ou un client qui est plutôt bousculé n'est pas forcément en état de consommer, de poursuivre son engagement. Donc, aux annonceurs de proposer des contenus qui soient intéressants et engageants pour transformer l'attention en engagement. Et puis, créer une attention au service du sens. Et ça, c'est un concept qu'on va voir pendant cette heure. C'est que les marques, finalement, ne doivent pas proposer que du contenu purement promotionnel, mais être porteuses de sens, être porteuses de valeur. Et c'est ce qui va faire la différence en ce moment dans ce monde qui est complètement perturbé par l'intelligence artificielle et la volumétrie des contenus. Si on veut résumer ce point, on peut dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus de vendre à tout prix, c'est plus de proposer des produits et de pousser des produits à tout prix. Le but, c'est d'être assez intéressant pour qu'on nous écoute et qu'on nous entende. Donc, on rejoint aussi un petit peu la logique d'inbound marketing, c'est-à-dire qu'on va proposer du contenu qui va être consommé par nos clients et ils vont revenir vers nous parce que ce contenu va être considéré comme intéressant. Donc, je vais vraiment faire un petit focus sur ce point parce que c'est au centre des intérêts et ça bouscule pas mal de métriques dans le domaine du marketing puisqu'on ne se contente plus d'aller voir un trafic, un nombre de pages vues, notamment dans le web, un nombre d'affichages de publicité. Il faut aller plus loin sur la perception du consommateur et notamment sa capacité à retenir son attention. Deuxième point, qui est assez lié au premier, c'est la notion de fin du parcours client. Alors, le parcours client, c'est quelque chose comme ça, c'est quelque chose qu'on a vu en école de commerce ou dans ses cours de marketing. On a la représentation de quelque chose de très linéaire, de très chronologique. Et ça, c'est complètement battu en brèche en ce moment. Je vous ai ressorti l'intro d'un article du Boston Consulting Group de ce début d'année qui nous dit qu'il est temps pour les marketeurs d'aller au-delà du funnel linéaire. En effet, c'est une vision qui est complètement dépassée et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce qu'on a en tête, c'est cette notion de pyramide, de tunnel de conversion qui part de la considération ou de ce qu'on appelle la brand awareness, la prise du moins l'exposition à la marque, jusqu'à l'advocacy où le client est fidélisé et recommande la marque.
Ça, c'est un modèle qu'on a vraiment en tête. On a tous fonctionné là-dessus avec différentes étapes. Alors, il y a plein de matrices différentes. Il y en a en 4 étapes. La toute première qui existait dans le monde du marketing direct, c'est la matrice AIDA, où on disait attirer, intéresser, provoquer le désir. Et c'était acheter, je crois, le dernier, et provoquer l'achat, évidemment. On a des matrices un petit peu plus complexes avec des niveaux supplémentaires, voilà, où on va dispatcher des supports marketing aux différents niveaux du tunnel de conversion et essayer d'avoir des correspondances en disant, bah voilà, l'emailing, c'est plutôt en pré-achat, le retargeting, c'est après l'achat ou après l'abandon de panier. Mais finalement, on s'aperçoit que ces modèles-là ne sont plus vraiment vrais. Alors, pourquoi ? Parce que les comportements clients ont évolué. On n'est plus sur ce système très linéaire, très chronologique, dans lequel les clients sont enfermés. La vérité, c'est qu'ils sont soumis à un tas de sollicitations et d'expositions aux marques, je vous l'ai dit en introduction, entre 4 et 10 000 par jour, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est dans un univers qui est beaucoup plus ouvert. Alors, ça avait été matérialisé par Google il y a quelques années à travers ce qu'on appelait le messy middle. Messy middle, ça veut dire le milieu, pour parler crûment, bordélique, c'est-à-dire que c'est un gros bazar entre le moment où le client est sollicité pour la première fois ou à une première proposition de la marque, c'est le premier trigger, le premier déclencheur, et le moment où il va acheter. Là, c'est les deux extrêmes d'un parcours client qu'on considère, c'est toujours le cas. On a un client qui est soumis pour une première fois à une marque et qui va aller jusqu'à son achat, mais ce qui se passe entre les deux, eh bien, ça a vraiment beaucoup bougé. Et Google nous disait que le client naviguait entre de l'exploration et de l'évaluation, c'est-à-dire qu'il allait se renseigner sur la marque, il déroulait certaines fiches produits, en e-commerce c'est ça par exemple, et allait évaluer la marque à travers des réseaux sociaux, revenait sur le site e-commerce, et on avait une boucle quasiment sans fin comme ça, jusqu'à un moment où l'achat se déclenche, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas après plusieurs cycles d'exploration et d'évaluation, on avait un achat qui était proposé. Donc ça, c'était la vision de Google il y a quelques années. Alors c'était aussi basé sur les données qu'ils avaient de la part de leur analytics et de toutes les études qu'ils avaient pu mener. On voyait qu'un client n'était pas dans un tunnel, mais oscillait entre l'exploration et l'évaluation plusieurs fois, il finissait par acheter. Aujourd'hui, on a une toute dernière représentation qui est proposée également par Google, donc on ne parle plus de messy middle, mais là on est plus sur les comportements des clients. Ce modèle s'appelle le modèle des 4S, où on dit que le client va d'abord streamer, c'est-à-dire qu'il va consommer une marque, une chaîne de façon continue, interactive, interagir avec elle. Ensuite, il va scroller, c'est-à-dire qu'à partir d'un contenu, il va dérouler. C'est un petit peu ce qu'on avait auparavant dans l'évaluation. On va dérouler des fiches produits, on va aller voir sur un site e-commerce tout ce qui est en lien avec les produits qui nous intéressent. Donc, c'est une recherche en continu, une découverte en continu. Ensuite, il y a une notion de recherche plus précise où le client va être sur un modèle de search. Donc, ça, c'est vraiment propre à Google. Une recherche intentionniste où le client va vouloir aller jusqu'à l'acte d'achat et puis ensuite l'achat lui-même, le shopping. Cette vision-là, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est la vision Google, voilà, qui permet d'associer des actions de la part de chaque consommateur avec des étapes du processus d'achat sans dire à quel niveau ils sont. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur cette notion de chronologique. Mais c'est aussi un modèle qui est complètement rebattu parce que ce n'est pas aussi simple. On détaillait des étapes du parcours d'achat. Mais finalement, s'il fallait résumer le parcours client aujourd'hui, je pense qu'on est sur quelque chose comme ça. On part d'un point A à un point B et on sait très, très peu de choses sur ce qui se passe au milieu. Donc, il faut en tenir compte dans ces stratégies marketing. Un exemple type, c'est le fait, par exemple, que dans GA4, donc l'outil de statistique de Google sur le web, la notion de trafic direct, elle ne comprend pas ce qu'on entend d'habitude par trafic direct. Jusqu'à maintenant, on disait le trafic direct, c'est un trafic de marque, de notoriété. Ce sont des clients qui viennent voir la marque, qui arrivent directement sur le site web en tapant dans leur barre d'URL le nom de la marque ou alors à travers leurs favoris. Mais il y a beaucoup plus de choses que ça. Par exemple, tous les clics qui sont déclenchés depuis des applis externes comme WhatsApp, du Slack, du Signal, du Messenger, ne transmettent pas de référeur à Google et Google considère que c'est du trafic direct. Alors qu'on voit bien que là, il y a une sollicitation via des réseaux sociaux, via des échanges du bouche à oreille et on arrive sur un site web et la navigation est considérée comme directe. Donc ça, c'est pas OK puisque au départ, dans du Slack ou du WhatsApp, on est sur du réseau social, du bouche à oreille. Donc c'est un échange entre consommateurs qui fait qu'on va aller voir la marque et c'est pas du trafic direct. Ou également des liens dans les documents. Il y a beaucoup de docs qui sont en PDF à disposition sur le web. Quand le lien est cliqué depuis un document PDF, on bascule vers le site de la marque.
le trafic est considéré comme direct, alors que ce n'est pas un trafic direct. On a déjà eu connaissance de la marque après un document qui a été mis en ligne, ça peut être un livre blanc, donc on n'est pas sur du trafic direct. Donc voilà, tout ça pour dire que, en effet, le parcours client, il a vécu, et il n'existe plus en tant que tel, et aujourd'hui, on est vraiment sur un parcours indéfini, avec différentes étapes qu'il est très, très difficile de mesurer. Alors, pour la partie web, on a évidemment GA4 qui nous aide un petit peu, puisqu'il nous montre la navigation d'un internaute depuis une page A jusqu'à une conversion, mais c'est sans tenir compte de tout ce qui peut se passer dans l'environnement du prospect et qui peuvent être des sollicitations via des réseaux sociaux, par exemple, du bouche à oreille, de la presse. Et ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui en marketing. Alors, qu'est-ce que ça implique pour vous dans vos pratiques marketing ou dans votre vision du marketing? C'est vous déprogrammer mentalement de la vision classique du tunnel. Ce n'est pas évident, hein, c'est parce qu'en plus, on a pas mal de CRM qui sont alignés sur cette vision, c'est-à-dire la vision du prospect qui va déclencher une opportunité et qui va déclencher une vente. On a vraiment toujours cette logique de tunnel, de descendre dans un tunnel de conversion qui se resserre de plus en plus auprès du client, mais ce n'est plus le cas effectivement dans les comportements des clients. On a parlé d'attention justement auparavant. Eh bien, il faut passer de cette logique entonnoir à une logique attentionnelle, c'est-à-dire comment, avec les supports que j'utilise, je vais pouvoir capter l'attention de mes prospects à différents endroits pour éventuellement les convertir tout de suite. Ça peut être ça aussi, un raccourcissement du tunnel de vente historique pour, sur des réseaux sociaux, capter l'attention de notre prospect et le faire interagir et le faire acheter tout de suite. Des choses qui peuvent être intéressantes, c'est d'analyser les pics de fréquentation. Si vous avez un site e-commerce, par exemple, et que vous constatez que vous avez un pic qui est inexpliqué, eh bien, ça veut dire que justement, dans les parcours clients, on a eu quelque chose qui est venu interagir, qui est venu solliciter nos clients. Ça peut être, je sais pas, un média TV, une mention sur des réseaux sociaux, une mention par un influenceur qu'on n'avait pas vu venir, et on retrouve la conséquence en termes de trafic web. Mais ça montre aussi que voilà, on ne maîtrise pas son tunnel de conversion et qu'on peut avoir des pics inexpliqués. Et puis, comme on l'a vu, analyser son trafic web avec du recul, l'origine directe, elle a tendance à être survalorisée parce qu'elle est polluée par des arrivées qui viennent des réseaux sociaux. Et puis, même chose pour tout ce qui est trafic organique ou paid ou referral ou en point de vente. La petite mention par rapport à ça, on peut dire qu'on attendait que les clients avancent dans le tunnel. Et bien, au final, ils sont déjà passés par la fenêtre pour nous solliciter. Donc, on oublie cette notion de parcours client. Je sais que ce n'est pas évident parce que c'est vraiment, ça a conditionné notre vision du marketing pendant très longtemps, mais ça ne correspond plus à une réalité physique chez nos clients. Conséquence de tout ça, de la problématique d'attention, de la disparition des parcours clients, c'est l'attribution marketing qui se trouve bouleversée. Attribution marketing, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend le rattachement du chiffre d'affaires ou d'une activité à des actions marketing. Ce que je vous ai trouvé, c'est un article qui est paru tout récemment et qui parle d'incrémentalité. C'est un buzzword du moment dans le monde du marketing. L'incrémentalité, s'il fallait résumer, en gros, ce sont les ventes additionnelles qui peuvent être générées par du multicanal. Alors, ce que j'y vois derrière, moi, c'est plutôt un phénomène de défense de la part des directions marketing qui aujourd'hui voient bien qu'il est très difficile de mesurer un chiffre d'affaires en l'associant à un support, c'est ce qu'on vient de voir auparavant, et que pour se justifier, on va dire que finalement, le cumul de supports marketing utilisés en multicanal vont générer des ventes additionnelles. Donc, la notion d'incrémentalité, de vente additionnelle en marketing. Mais je trouve que ce n'est pas tout à fait la bonne vision du sujet, ce n'est pas une bonne façon de prendre le sujet en main. Ce qu'on avait auparavant en termes de modèle d'attribution, ce sont des choses assez connues, notamment dans le monde du web, eh bien, on avait des attributions qui se référaient au parcours client. On était soit en mode linéaire, donc là, la représentation, c'est 4 sollicitations d'un client, donc un multicanal avec 4 supports, 4 canaux, et l'attribution correspond à la façon dont on va valoriser chacun des canaux dans la vente et dans le chiffre d'affaires qui est généré. Généralement, donc on peut être sur de l'attribution last click, c'est-à-dire qu'on considère que c'est le dernier clic de l'internaute qui a généré la vente et on rapproche cette toute dernière action du chiffre d'affaires complet en oubliant tout ce qui s'est passé auparavant. Ça peut être le first click, c'est-à-dire qu'on considère que c'est le premier contact du client avec la marque qui est à l'origine de la vente et dans ce cas-là, on rattache ce chiffre d'affaires au support
qui a été utilisé dans un premier temps. Ça peut être de la télé, du salon, du téléphone, par exemple, hein, si on est en multicanal avec une prospection téléphonique pour commencer, dans une logique first click, eh bien, on va rattacher tout le chiffre d'affaires généré à l'action de chargé de clientèle par téléphone. Et on oublie les contacts qu'il y a eu après. Le modèle linéaire, qui est aussi pas mal utilisé, il vise à répartir un chiffre d'affaires par rapport aux différents canaux qui ont été utilisés. Là, on a 4 canaux. On va dire qu'une vente à 1 000 euros vient porter à 250 euros sur le premier support, le premier média, 250 euros sur le deuxième, 250 sur le troisième et 250 sur le quatrième. Voilà, on a d'autres modèles en U, première et dernière action qui ont généré le chiffre d'affaires ou qui sont rattachés au chiffre d'affaires, modèle croissant ou modèle personnalisé. Mais ces modèles-là ne fonctionnent plus aujourd'hui, notamment avec l'IA, et on le voit par exemple à travers ce que nous propose Google comme outil d'attribution. Si vous faites de la publicité en ligne, des Google Ads, et que vous utilisez ce qu'on appelle les Dynamic Search Ads, les publicités en dynamique, vous voyez que le modèle d'attribution, il est complètement piloté par Google, puisqu'il va s'appuyer sur les données qu'il a reçues pour vous dire que votre conversion, elle est liée à une visite sur votre page d'accueil, ensuite une page produit, ensuite à un téléchargement, et ensuite vous avez eu votre achat. Donc Google fait le travail d'aller analyser dans sa base de données qui est énorme, ce qui a pu générer une vente à travers des clients qui agissent comme un client lambda à un moment, et propose un nouveau modèle d'attribution qui est data-driven, donc qui est dirigé par la donnée. C'est un modèle donc, qui fonctionne très bien en Google Ads. Pour ma part, j'engage un budget Google Ads assez conséquent tous les mois, et de plus en plus, on va diriger ce budget vers des campagnes en automatique qui sont générées en dynamique et avec une attribution qui est faite directement par Google. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus à calculer nous-mêmes notre ROI sur du SEO, du SEA. C'est Google qui le fait à notre place. Autre point, évidemment, l'IA générative et le marketing. C'est peut-être pour ce thème-là que vous êtes ici aujourd'hui. Des gros bouleversements dans le monde du marketing liés à l'IA générative. Alors pourquoi ? Déjà parce que ChatGPT nous a impressionnés par la vitesse à laquelle il s'est répandu, à la vitesse à laquelle il a été adopté. Vous voyez ce graphe qui nous dit que ChatGPT a réussi à générer en 2 mois 100 millions d'utilisateurs. Donc on est sur un rythme d'innovation qui est vraiment effréné. C'était en 2022, déjà 3 ans. Alors qu'on avait 14 ans avant Spotify qui avait mis 11 ans pour avoir 100 millions d'utilisateurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ChatGPT s'est imposé dans les modèles marketing, dans le monde du marketing, par son utilisation qui a été faite par nos clients et nos prospects, et qu'il a fallu adapter nos modèles marketing à ça. Autre point de vue sur l'IA, c'est un article que je vous ai ressorti de Business Insider. Donc, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, qui nous dit que l'IA remplace 95%, devrait remplacer 95% du travail des agences de communication. Mais parallèlement, on a des créatifs et des directeurs d'agences qui nous disent que l'IA leur a permis de remporter des marchés plus importants. Donc, on a en plein paradoxe aujourd'hui par rapport à l'IA. Il y a 2 visions qui s'affrontent. La vision très optimiste en disant que l'IA va aider les créatifs, va développer le business, va permettre de proposer des contenus qui aujourd'hui sont trop longs à produire, va pouvoir s'adapter à nos cibles à travers l'automatisation, la personnalisation à l'extrême. Et puis on a le côté un petit peu pessimiste, dont je fais relativement partie, qui nous dit que l'IA va inonder de contenu la toile et que pour les marques, il va être difficile d'émerger, sauf avoir une stratégie de visibilité bien spécifique. La représentation de l'IA que j'ai aujourd'hui dans la façon dont elle est utilisée, c'est plutôt ça. Voilà, c'est un peu le jeu « Où est Charlie ?» Le risque, c'est la non-reconnaissance des marques dans un magma de contenu qui est créé de façon automatique. On le sait, on peut créer des fiches produits à la volée aujourd'hui, des millions de pages web, des illustrations assemblées. Et le risque, c'est d'avoir un environnement qui est complètement lisse et complètement anonyme, dans lequel les marques perdent leur personnalité. Alors, je pense que on n'est pas forcément sur cette vision-là. Il y a moyen de se différencier, mais encore faut-il utiliser l'IA de la bonne façon. Donc, la promesse qu'on a en matière d'IA, c'est un marketing plus rapide, plus riche, plus personnalisable. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en termes de réalité ? C'est des fermes de contenu low cost qui sont dopées à l'IA. On a des sites complets qui se montent
et qui permettent d'avoir du contenu référencé sur les pratiques SEO actuelles. Vous en faites tous l'expérience quand vous allez prompter quelque chose dans ChatGPT, vous récupérez des textes qui ont tendance à se ressembler, avec des intros qui vous parlent de contexte. Voilà, pour conclure, on a toujours une petite conclusion dans ChatGPT. Il y avait un petit tip qui nous permettait de repérer l'utilisation de l'IA, c'était les majuscules à chaque mot dans les titres de slides, par exemple. Là, on sait que c'est quelque chose qui sent l'IA. Donc, on arrive encore à différencier aujourd'hui l'IA du travail manuel et du travail humain. La seule chose, c'est que d'ici 6 mois, 1 an ou 2 ans, on ne pourra plus du tout distinguer ce qui est produit par des humains et de l'IA. Et que pour moi, ça pose aussi, dans le monde du marketing, cette notion de vérité, de réalité, d'incarnation de la marque. On ne sait plus qui a dit quoi. Est-ce qu'on est sur un robot, un humain ou un avatar? Et il va falloir répondre à cette problématique si vous voulez que votre marque continue à émerger et faire du business. Donc, ma vision, c'est que les marques qui sont 100% génératives, et Dieu sait s'il va y en avoir, sans produit, sans visage, sans preuve, elles sont vouées à l'échec. Je pense qu'elles vont disparaître parce qu'elles vont être dans ce flou artistique indifférencié et sans positionnement qui va faire qu'elles ne vont pas émerger dans les choix des consommateurs. Et donc, les pratiques par rapport à ça, c'est de faire en sorte que votre marque existe réellement, qu'elle soit porteuse de valeur, qu'elle soit impactante, qu'elle soit différenciée. Et pour ça, ça implique de revenir sur ce qu'on appelle le territoire de marque, sur la définition de votre marque. Si c'est un travail que vous n'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Donc, c'est vous vraiment réfléchir à votre positionnement par rapport à vos concurrents, par rapport au contenu que vous proposez à vos clients, par rapport à leur attention, voilà, à quel moment vous pouvez les capter et aller les solliciter. Parce que selon moi, dans un monde flou, tel que celui que je vous ai représenté, là, cette plage avec toutes les marques qui sont complètement indifférenciées, c'est d'après moi la clarté qui va faire autorité et c'est le fait que les marques soient vraiment individualisées, humaines et encore une teneur, une valeur et de la substance qui va faire qu'elles vont continuer à émerger. Donc, pour résumer, on peut dire que l'IA générative ne va pas remplacer les marques, puisque les marques vont utiliser l'IA générative, mais elles vont remplacer celles qui n'ont pas de personnalité et qui vont se fondre vraiment dans un flou artistique. J'espère que tout va bien jusque-là. On est au 5e point. On va parler de SEO et d'IA. Donc là, l'utilisation de l'IA spécifiquement pour la recherche en ligne. Pas mal d'évolutions dans ce domaine-là, même si le modèle IA de Google n'est pas encore disponible en France et on ne peut pas l'expérimenter. On voit à peu près ce qu'il va donner. Si on utilise Perplexity, voilà, c'est le petit exemple que je vous propose, eh bien, on voit à quoi peut ressembler une recherche et le monde de la recherche dans un univers IA. Par exemple, là, j'ai tapé une recherche, je souhaite louer une voiture cet été, voilà, avec un langage très naturel, des options de recherche vocale aussi. Et suite à cette requête, qu'est-ce qu'on obtient aujourd'hui via Perplexity? On obtient quelque chose qui ressemble un petit peu à Google aujourd'hui, c'est-à-dire des sollicitations pour des marques, mais avec tout ce travail de contenu additionnel qui est proposé par l'IA. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait peur aux marketeurs, c'est qu'on soit remplacé. C'est l'époque du zéro clic, puisque on se dit que toutes les réponses peuvent apparaître sans qu'il y ait de référence à des marques. Pour autant, c'est pas une finalité. Je pense que moi, on va pouvoir continuer à émerger grâce à l'IA dans le SEO avec quelques recettes simples. Donc, les nouveautés qui sont liées à l'IA, c'est le fait que l'IA soit utilisée dans les algorithmes de Google. Pour nous proposer des réponses, Google utilise déjà aujourd'hui de l'IA dans son moteur actuel. Qu'on a des moteurs d'IA génératifs, c'est ce que je viens de vous montrer juste avant. Perplexity a un moteur d'IA génératif. Qu'il va y avoir une logique d'optimisation pour les moteurs de réponse. Les moteurs IA, on n'appelle pas ça des moteurs de recherche, c'est des moteurs de réponse. Donc, il va falloir structurer ces contenus pour répondre aux moteurs de réponse. Il y a pas mal de documentation, je ne vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui, mais les recettes semblent être d'être sur de la fiche pratique, des contenus plutôt courts, des contenus orientés utilisateurs, très pragmatiques, enfin pour apparaître dans les moteurs de recherche d'OPA-IA aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire également en matière d'SEO et d'IA, c'est que l'expérience de l'utilisateur va être encore plus prise en compte dans les réponses qu'on va avoir. Je vous l'ai dit pour Google Ads, pour la publicité en ligne Google,
Les modèles d'attribution s'appuient sur la façon dont les internautes se promènent sur un site web, et ça va être encore plus le cas dans les moteurs de SEO. Et puis le dernier point, c'est que SEO plus IA, ça va engager de plus en plus le vocal et le mobile. Autre sujet, puisqu'on voit à travers tout ça qu'on a une attention qui est difficile à aller chercher, des parcours clients qui disparaissent, qui sont complètement flous, des marques qui ont besoin de s'individualiser pour être visibles. Et ben, une des réponses aujourd'hui, ça peut être de proposer ce qu'on appelle du slow content, donc du contenu lent. Et donc, on est sur du contenu qui va davantage engager nos internautes et qui va être plus impactant pour les marques que du contenu traditionnel. Donc, pourquoi l'utiliser et pourquoi basculer vers une stratégie ou intégrer à sa stratégie du contenu lent? C'est qu'on va renforcer la crédibilité et l'expertise de notre marque. Donc, l'idée, c'est de produire du contenu plus long, qui soit plus expert, qu'on ait pris le temps de le réaliser avant de le mettre à disposition. L'idée, c'est de créer de la relation durable avec nos audiences. On est sur cette logique de communauté et d'entretien de communauté. En proposant du slow content, quelque chose de durable et de plus copieux, on va réussir à engager durablement nos audiences. Ça permet d'optimiser les ressources. Alors, côté annonceur, quand je propose du contenu marketing, eh bien, je peux perdre du temps à proposer des centaines de fiches produits, à optimiser les pages web en espérant que je vais trouver mon compte en termes de trafic. Finalement, en proposant du contenu lent, c'est un contenu qui peut être réutilisable et qui va aussi booster le SEO sur le long terme. Ça, c'est toujours valable. Quand je rédige un livre blanc, par exemple, qui fait autorité, qui est vraiment expert, rédigé par des consultants, par des experts du sujet, que je le dépose en ligne, eh bien, il va être vu par Google, il va être traité, il va être bien considéré, il va améliorer notre SEO sur le long terme. Alors, comment ça se passe? Comment on bascule dans une logique de slow content? Eh bien, c'est des contenus qui sont mieux pensés, qui sont plus engageants, plus pérennes, qui favorisent l'authenticité, la profondeur et le respect du lecteur. Un exemple, c'est ce webinaire, par exemple. Si je voulais le traiter en slow content, qu'est-ce que j'en ferais? Je pourrais, par exemple, rédiger un e-book en PDF qui reprend le verbatim, voilà ce que je suis en train de vous dire, sous forme de chapitre. Donc, ce serait un document d'une vingtaine ou une trentaine de pages dans lesquels on va dérouler ces 10 concepts marketing. Ça pourrait être une série de posts LinkedIn sur mon profil, c'est-à-dire que je vais traiter, par exemple, un concept par semaine pendant 10 semaines, en feuilletonnant autour de l'actualité marketing de l'été 2025. Ça peut être des témoignages d'experts sur chacun des concepts. On peut avoir quelqu'un qui intervient sur la notion d'attention, un publicitaire par exemple, qui nous dit quels sont les KPI qu'il a mis en œuvre pour aller mesurer l'attention de ses clients. Ça peut être un autre expert qui va parler de parcours client. Donc on peut feuilletonner aussi sous forme de vidéo avec différents témoins sur chacun des concepts, mais on sera sur le même sujet de départ qui est les 10 tendances marketing pour 2025. Et puis, ça peut être aussi la transcription de tout ça sur du web assez traditionnel avec une page web, une landing page qui s'appelle Innover Marketing en 2025 et sur lesquels je fais des liens vers cette conférence, par exemple. C'est un article. C'est ce que l'on va faire chez Gérézo. On va proposer ce webinaire sur un article de blog et ça va permettre de capitaliser sur son contenu. Donc, basculer dans une logique de slow content, proposer un contenu lent, c'est choisir de produire moins, d'être moins dans la frénésie du contenu, dans des contenus très courts, mais de proposer des contenus qui sont plus longs, qui sont mieux rédigés. Et l'idée, c'est de marquer durablement son audience, de gagner en crédibilité auprès de ses clients et aussi de respecter son audience. Et donc, par là, gagner son attention de façon raisonnée et de façon intelligente. Autre sujet donc, qui parle des marques et de la façon dont elles peuvent s'identifier et se différencier aujourd'hui dans ce concept, ce contexte très mouvant de l'IA et de l'innovation technique, les marques contributives et le marketing d'impact. Qu'est-ce que c'est qu'une marque contributive? Par exemple, si je vous montre ce visuel, vous savez peut-être à quelle marque il fait référence. C'est Leclerc. Voilà. Leclerc, tous les ans, propose depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années une campagne de nettoyage en septembre. Campagne Nettoyons la nature en lien avec des associations, des mairies. Donc, l'idée, c'est d'ancrer sa présence localement et de montrer que c'est une marque engagée pour le respect de l'environnement. Alors que la grande distribution avait historiquement une image plutôt négative en matière de respect de l'environnement. On parlait des problèmes d'emballage, par exemple. Et Leclerc essaye de se racheter une conduite, entre guillemets, à travers ses campagnes.
Et c'est plutôt réussi vu que les campagnes sont reconduites tous les ans. Et aujourd'hui, Leclerc apparaît sur le podium des marques qui sont les plus contributives selon les Français. Voilà, ce podium qui a été généré en fin 2024, je crois, classe Leclerc en 5e marque la plus contributive. Donc, contributive égale la plus engagée en termes de responsabilité sociale et d'environnement. Et puis, dans les premières places, on a des entreprises qui, en effet, ont une identité de proximité, de relations personnalisées avec les clients. Aromazone, voilà, c'est assez nouveau, hein, c'est un acteur qui est assez récent, mais qui propose des contenus engageants autour de la santé, de la diététique. Yves Rocher, évidemment, le précurseur du marketing direct, qui existe depuis plus de quasiment 50 ans, je crois, avec une petite boutade qui circulait il n'y a pas longtemps. 2 personnes dans le monde n'oublieront jamais ton anniversaire, ta mère et Yves Rocher. Voilà, avec des recettes marketing qui sont éprouvées et qui font qu'aujourd'hui, Yves Rocher apparaît comme une marque engagée en termes de respect de l'environnement, avec tout ce qui est fait au travers des ingrédients dans leur cosmétiques, et puis du travail de responsabilité sociale aussi. Blablacar, Blablabus, là on voit tout de suite évidemment le côté social, sociétal, c'est proposer des trajets à bon marché aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de voyager. Voilà, on peut aller faire un trajet Le Mans-Paris pour 5 € alors qu'un TGV c'est 60 €. Donc là, ça donne une vertu sociale à Blablacar et Blablabus, et c'est pour ça qu'on les retrouve sur le podium des marques contributives. Doctolib, je trouve que c'est un très bel exploit de se positionner sur ce podium, parce que si on décrypte la mécanique Doctolib, qu'est-ce que c'est ? C'est de faciliter la relation entre les patients et les médecins. Pour moi, ce n'est pas fondamentalement quelque chose de vertueux. Du moins, on propose en effet d'améliorer la relation patient-client. Donc, on surfe un petit peu sur les déficits de la santé en France, les problèmes de sécurité sociale, de nombre de médecins de prise de rendez-vous. Et malgré tout, Doctolib a réussi à se frayer une place et un chemin sur ce podium des marques contributives. Donc, ça veut dire que dans l'esprit des Français, ils vont au-delà de leur métier, qui est simplement de la prise de rendez-vous et du contact avec des médecins. Et ils apparaissent comme une marque vertueuse et une marque qui contribue au bien-être de tous. Donc, quelques bonnes pratiques si vous souhaitez engager votre marque dans cette logique de contribution à la société, d'engagement. Et là aussi, il faut revenir sur ce qu'on appelle le territoire de marque, sur votre raison d'être de marque. Pourquoi votre marque existe ? Quelles sont ses valeurs ? Quelle est sa mission ? Quelle est sa vision ? Et la mission, c'est quelque chose de très intéressant sur lequel on peut travailler quand on est une marque. En quoi je vais rendre le monde meilleur avec la marque que je propose ? Si on s'interroge vraiment sur ce sujet-là et qu'on n'arrive pas à trouver une réponse, là, c'est peut-être difficile de s'engager dans une logique de marque contributive. Mais il y a souvent, en effet, une raison d'être qui peut être positive et qui apporte du mieux à nos consommateurs. La suite, évidemment, c'est d'incarner les engagements dans notre communication, dans nos offres. C'est de prouver qu'on fait du bien à la société dans nos offres elles-mêmes. Je pense à Yves Rocher, par exemple. On va communiquer sur la composition des produits en montrant qu'on est sourcé de façon durable et de façon bio. Donc, on va le mettre en avant dans la promotion. Il y a cette notion de co-construction avec les parties prenantes. On le voit avec Leclerc, par exemple, donc qui est aussi sur le podium des marques contributives et qui a des partenariats avec les associations et les mairies, et qui lui permet vraiment de cultiver ce côté marque impliquée, engagée localement. Le côté local, c'est vraiment aussi très stratégique aujourd'hui pour une marque d'être un acteur local engagé. Voilà, ce n'est pas que la marque employeur, c'est aussi comment je vais travailler de concert avec mon environnement et aller au-delà de ma mission qui est de vendre et faire du chiffre d'affaires. Comment je m'implique et comment je m'insère aujourd'hui dans le tissu local et dans la société. Évidemment, on communique de manière responsable, transparence. On dit tout, on n'a rien à cacher au risque de se prendre un bad buzz si on découvre que finalement la raison d'être de la marque n'était pas si claire que ça. Et puis intégrer tout ça dans les KPI marketing. Si on veut devenir une marque contributive, si on veut travailler sur cet axe-là, il faudrait évidemment poser des indicateurs qui montrent que la marque est mieux considérée. Donc, ça peut être des sondages, des enquêtes d'opinion sur les marques auprès des consommateurs, par exemple, et c'est quelque chose qui pourrait être suivi dans une stratégie marketing. Et puis, le dernier point, c'est un peu le fin du fin, c'est de réussir à engager ses collaborateurs, ses salariés comme ambassadeurs de marque, c'est-à-dire de les faire contribuer à titre personnel à la stratégie de marque.
Donc voilà une recette, hein, la notion de contribution et de marketing d'impact qui permet aujourd'hui d'émerger dans ce monde de l'IA et du contenu indifférencié. Autre sujet très proche, tout ce qui touche au e-commerce et aux marques circulaires. On est un petit peu sur la même logique que les marques contributives. L'idée, c'est de proposer des services ou des produits qui vont s'appuyer sur une logique de réutilisation, une logique d'échange. Le postulat de départ, c'est de dire que les comportements des consommateurs ont changé. Voilà, la possession aujourd'hui, c'est plus le symbole de statut d'autrefois. C'est très vrai dans le monde de l'automobile. Alors, pas uniquement pour des côtés statutaires, il y a aussi la notion de pouvoir d'achat qui fait qu'aujourd'hui, posséder un véhicule, c'est plus si hype que ça. Hein. On peut très bien louer un véhicule. On a beaucoup plus cet aspect très matérialiste maintenant attaché à la voiture, sauf pour certaines marques premium. Mais en tout cas, le e-commerce s'appuie sur ce postulat-là qui est que les clients ne veulent pas forcément posséder, ils veulent plus utiliser et utiliser de façon prolongée un produit ou un service. Donc, la stratégie en termes de production, c'est de travailler le cycle complet de ces produits, hein, depuis la production jusqu'à la réutilisation. Alors évidemment, on a des acteurs qui sont spécialisés sur ce thème-là, des Vinted et autres. C'est leur raison d'être, c'est leur identité de marque à proprement parler, mais on peut très bien intégrer cela dans sa stratégie marketing sans pour autant que ce soit son fonds de commerce. Un exemple, tous les corners seconde vie dans les magasins de luxe, par exemple, où on va trouver des biens d'occasion. Ça montre qu'on se soucie du devenir de nos produits, qu'on les recycle et aussi qu'ils tiennent leur valeur dans le temps. C'est pas anodin. Hein, quand on est Vuitton et qu'on vend, je sais pas, des malles d'occasion qui ont 40 ou 50 ans ou des sacs à main d'occasion qui ont 40 ou 50 ans, ça montre aussi que le produit avait une valeur intrinsèque et continue à se valoriser. Je pense à tout ce qui se passe autour de l'univers des montres aussi, par exemple. On n'est pas tout à fait sur le e-commerce, mais on est aussi sur cette logique d'utilisation prolongée des biens. Et ça peut être une stratégie marketing d'être dans cette logique-là. Donc, l'origine de tout ça, c'est la prise de conscience environnementale des consommateurs. Il y a aussi, je vous l'ai dit, le côté économique. Nos clients ont un pouvoir d'achat en baisse, on a l'inflation. Et donc, ça peut les inciter à consommer plus durablement, à consommer des marques qui se soucient de la durabilité de leurs produits. Et pour les marques, les bénéfices qu'elles peuvent en tirer, c'est une différenciation. C'est un peu le maître mot de l'échange qu'on a ce matin. C'est que des marques qui veulent continuer à émerger dans l'univers de l'IA, il va falloir qu'elles se différencient. Et donc, ça peut être un pouvoir de différenciation. Les nouveaux revenus, c'est plutôt accessoire. Il y a quand même assez peu de marques qui vont générer un gros chiffre d'affaires avec de la seconde main. On est vraiment beaucoup plus sur ce volet communication que sur un chiffre d'affaires réel. La marque employeur, évidemment, ça permet, en étant dans cette logique de e-commerce circular branding, d'attirer des générations Z, par exemple, qui sont beaucoup plus sensibles à l'environnement. C'est une vraie problématique, un vrai enjeu. Je pense à des cabinets de conseil, par exemple, ou des boîtes d'IT qui sont un petit peu faibles sur ce registre-là du e-commerce, du circular branding. Si on ajoute une petite dose de durabilité dans la raison d'être de l'entreprise et qu'on l'exploite vraiment et qu'on communique dessus, on peut s'attirer la génération Z. Je pense par exemple dans des boîtes d'IT au fait que des collaborateurs, des développeurs en interne puissent par exemple le soir aller donner des cours d'informatique à des populations qui sont un petit peu éloignées du monde de l'IT. Voilà, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a tous les labels qui existent, comme les sociétés à mission, comme B Corp par exemple. Là, l'idée, c'est de s'adosser à un label existant qui va valider le fait que notre raison d'être est positive et a un impact durable sur la société. Alors, les labels sont plus ou moins exigeants. On n'est pas que sur la production, évidemment, on est aussi sur la notion de gouvernance, sur la transparence des données en interne, sur le respect de l'égalité femmes-hommes, les handicapés. Et tout ça, évidemment, c'est plutôt positif et ça permet de se différencier. Autre point, la notion de marketing éthique de l'IA. On a vu tout à l'heure que l'IA bouleversait la donne en termes de recherche en ligne, en termes de stratégie. Et il y a un vrai risque par rapport à ça. Un petit exemple, hier soir, j'ai tapé une requête dans mon chat GPT
Je lui ai demandé, je voudrais une représentation d'un couple dans sa maison, avec le premier membre du couple qui travaille à son bureau, l'autre membre du couple qui s'occupe des enfants. Alors, à votre avis, qu'est-ce que j'ai obtenu comme image? Alors, voilà le haut de l'image. Et d'après vous, alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la représentation classique du couple, homme-femme, voilà, blanc, pas de minorité, et avec madame qui s'occupe des enfants pendant que monsieur travaille à son bureau. Donc là, la vraie question, c'est ChatGPT est-il wokiste ou pas? A priori, non. Alors, je suis allé un petit peu plus loin et je me demandais pourquoi avoir représenté l'homme au bureau et la femme qui s'occupe des enfants. Et là, voilà, on a un mot d'excuse de ChatGPT. J'ai coupé un petit peu la première partie, mais il s'excuse platement en disant que voilà, il est parti sur une représentation qui est une représentation standard, que ses données d'entraînement lui faisaient produire ce type d'illustration. Voilà, tout ce qui existe dans le web aujourd'hui, évidemment, on a 90% sur une représentation classique du couple. Et donc, c'est ce que nous propose ChatGPT. Et donc ça, qu'est-ce qu'il y a derrière ça d'intéressant selon moi? C'est que ça nous montre qu'on est sur un modèle probabiliste. ChatGPT ne réfléchit pas, ChatGPT ne pense pas. Il nous ressort l'illustration la plus probable par rapport à son modèle de données. Et donc ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit. C'est-à-dire que ChatGPT écrase un petit peu les différences. ChatGPT fait en sorte que le monde se ressemble complètement. C'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure de cette plage avec des touristes indifférenciés. Et attention à ce phénomène. Autre exemple, là on n'est pas sur l'IA, on était sur quelque chose qui avait eu lieu c'était en 2021, voilà, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'était une agence immobilière en Loire-Atlantique, à Saint-Brévin-les-Pins, voilà, dont un des gérants avait fait beaucoup de zèle en envoyant un mail, un courrier, pardon, c'était une lettre physique, un courrier à une veuve voilà, qui venait de perdre son mari. Et donc, dans la semaine qui avait suivi, elle avait reçu un courrier de son agence immobilière lui précisant que si elle voulait vendre son bien, l'agence La Forêt de Saint-Brévin était là pour s'occuper de son bien. Donc, bad buzz, et c'est un moindre mot, sur les réseaux sociaux, des avis Google hyper négatifs, une note qui dégringole à 0 sur 5 et finalement une reprise par tous les médias, les grands médias de cette affaire. Et donc avec excuse plate de l'agence immobilière. Mais ce que ça nous montre, et pourquoi je vous cite cette affaire aujourd'hui, ce dossier, c'est que si on s'appuie uniquement sur le modèle de ChatGPT, on peut très bien être dans cette démarche-là demain. C'est-à-dire que ChatGPT aura dans sa base de données, par exemple, des listes de propriétaires qui viennent de devenir veufs ou veuves. Voilà, le nombre d'habitants à telle adresse a diminué, avec des stats INSEE, par exemple, de recensement, des choses comme ça. Et à travers l'automation et à travers ce que produit ChatGPT en automatique dans les modèles marketing, il pourrait très bien nous conseiller d'aller solliciter ces adresses à travers de la promotion immobilière. Donc, la boîte noire de ChatGPT optimise notre démarche marketing, mais finalement, on voit que ce n'est pas éthique. C'est quelque chose qu'on refuserait de faire de façon humaine, hein, d'aller solliciter des veufs ou des veuves en leur proposant de vendre leur maison, mais dans un modèle ChatGPT qui n'est pas bridé, dans lequel le prompt n'a pas été suffisamment travaillé de façon éthique, on peut très bien trouver ce type de démarche. Alors, il y en a plein d'autres, hein, ça c'est un exemple, mais ce que je voulais vous dire à travers ça, c'est que ce phénomène, cette histoire qu'on a vue il y a 4 ou 5 ans, elle pourrait très bien se reproduire dans un univers dopé à l'IA. Donc, c'est un petit peu la suite de l'illustration qu'on avait. Voilà, c'est un fonctionnement de ChatGPT qui n'est pas forcément un fonctionnement humain, avec encore le niveau d'éthique qu'on peut attendre d'une marque engagée. Et donc, attention à tout ça. Donc, pourquoi le marketing de l'IA? Parce que l'IA est maintenant partout dans les démarches marketing. Donc, ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner en termes de précision et en termes de coût. Mais elle peut être biaisée, c'est ce qu'on a vu ici, opaque ou invasive. Donc, les recettes par rapport à ça, s'il y a 3 choses à retenir dans votre utilisation de l'IA, soit aujourd'hui ou dans les mois à venir, c'est qu'il faut déjà utiliser l'IA de façon transparente. Je pense qu'il va être vraiment nécessaire de préciser à vos prospects que vous utilisez de l'IA dans certaines démarches. Par exemple, si vous avez un chatbot,
Alors, je crois que c'est obligatoire d'ailleurs, hein, dans les semaines à venir, il me semble, au 1er juillet, il me semble, qu'il va falloir préciser que le chatbot s'appuie sur de l'IA et que ce n'est pas un humain qui est derrière les réponses qui vont être proposées sur un chatbot. L'équité, la non-discrimination, c'est ce qu'on vient de voir à travers les exemples. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que notre moteur d'IA et les techniques IA qu'on utilise respectent l'égalité femmes-hommes, l'équité, et ne soient pas discriminantes. On l'a vu juste avant, il n'y a pas de représentation de minorité dans ce qui a été proposé en termes d'illustration. Donc, toujours vérifier que les prompts que l'on fait et les résultats que l'on propose respectent l'équité et la non-discrimination. Alors ça, c'est le cas si on est, par exemple, un gros site e-commerce et qu'on publie 5000 fiches produits avec des images générées par IA, attention, parce qu'on peut se retrouver avec finalement 95% des images qui sont similaires et qui ne sont pas du tout représentatives de minorités. Et puis le troisième point, c'est l'acceptabilité sociale et la confiance des consommateurs. Il faut être certain que quand on va utiliser l'IA, nos clients vont être d'accord. Par exemple, une hotline qui sera basée sur de l'IA avec des bots en termes de réponse. Il faut s'assurer auparavant que nos clients sont OK avec ça ou pas. On voit pas mal de campagnes de publicité en ce moment dans le monde de l'assurance, par exemple, où on rassure sur le fait que les conseillers sont bien des humains en bout de ligne et qu'ils ont une vie et qu'ils peuvent intervenir à 20h le soir alors qu'ils sont avec vos enfants pour vous dépanner quand vous êtes au bord de la route. Donc, attention à cette notion d'acceptabilité sociale en matière d'IA. Mais en tout cas, ça, c'est les 3 piliers à mettre en œuvre si très bientôt ou dès maintenant, vous allez utiliser des techniques marketing basées sur l'IA, faire en sorte d'être transparent, de respecter l'égalité et l'équité, et puis faire en sorte que vos clients vous suivent sur cette démarche de l'IA et conserver ce qui est humain et ce qui fait la valeur ajoutée de l'humain dans vos démarches marketing. Une petite conclusion par rapport à ce point, c'est que l'IA, c'est une superbe opportunité, mais il faut l'encadrer intelligemment. Mais il faut aussi faire en sorte que l'humain reste au cœur de vos démarches marketing. Et donc, la vraie question, c'est pas est-ce qu'on peut le faire? Parce que très bientôt, on va pouvoir tout faire en matière de production, d'automatisation. On va pouvoir router 50 000 emails tous les jours, si on le veut, de façon personnalisée, avec un contenu qui va correspondre à chaque client. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on devrait le faire? La limite technique s'éloigne de plus en plus. On a des opportunités de faire beaucoup de volume, beaucoup d'opérations marketing dans tous les domaines, mais est-ce que pour autant, est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que ça va renforcer notre marque? Est-ce que ça va renforcer notre image auprès de nos clients? Et ce n'est pas toujours le cas. Donc, pensez à avoir ces questions en tête au moment d'utiliser l'IA. Et puis, pour finir, il nous reste quelques minutes. Les nouveaux métiers du marketing, les nouvelles compétences du marketing. Eh bien, derrière tout ça, on voit qu'on a énormément de transformation du numérique et d'IA et de data. Donc, forcément, et ça, vous le savez déjà, les métiers marketing vont aller vers du métier orienté data, orienté SI, orienté traitement de la donnée, segmentation. Donc, vous allez devoir recruter, vous allez devoir monter en compétences sur de la meilleure connaissance de la manipulation de données, de statistiques. Mais parallèlement à ça, ce qui est plutôt rassurant pour défendre cette vision humaine du marketing, il va falloir aussi travailler sur tout ce qui est lien humain, donc entretien des communautés avec du community management, et puis un travail autour du discours de marque. Ça, ce qui est aussi rassurant, c'est qu'on revient vraiment aux fondamentaux. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous replongez dans votre raison d'être, la matérialiser, travailler votre territoire de marque, votre plateforme de marque, pour être certain de poser un discours qui soit le plus clair, le plus engagé possible, le plus responsable possible par rapport à vos clients, avant de passer à travers toutes ces moulinettes IA et tous ces outils d'automatisation. Faites en sorte de renforcer votre marque, de lui donner de la chair, du corps et de l'identité, parce qu'on voit que les technologies actuelles ont tendance à écraser, à aplatir, à distordre les parcours clients et remonter de l'information qui est très parcellaire. Donc, en conclusion, si on rejoint tous les points que j'ai évoqués, on voit que l'attention devient prioritaire. Il faut être certain dans nos pratiques marketing de déclencher une attention de nos clients. Elle implique de repenser le modèle d'attribution. Aujourd'hui, on nous demande d'avoir un ROI pour chaque support marketing qu'on utilise, mais c'est plus complexe que ça. Et
comme le parcours client n'existe plus, les modèles d'attribution volent un peu en éclats. Donc, il faut être très, très vigilant sur le rattachement de chiffre d'affaires à nos supports marketing. Tout ce discours autour de la marque doit être incarnée. Elle peut être contributive, circulaire. Voilà, vous pouvez travailler sur du e-commerce pour lui donner de la densité et de l'humanité. La question du contenu, on a parlé de solo content. Ça peut être une des techniques qui vous permet de mieux communiquer et d'avoir là aussi de la densité et de l'identité. Et ça vous permettra de gagner l'attention de vos clients. Et puis, le corollaire, c'est que tout ça, ça implique de nouvelles compétences en marketing. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. C'est assez dense. Avez-vous des questions par rapport à ça ? Alors, je vais prendre quelques questions. On a 5 minutes. Je vais commencer par la fin. Ça va être plus simple pour moi. Comment transposer ce e-commerce au service ? Je vous l'ai dit, par exemple, si vous êtes une entreprise de conseil ou d'informatique, vous pouvez très bien solliciter vos équipes IT pour aller donner des cours d'informatique le soir. Alors là, on est sur une logique de contribution à la société. Ce n'est pas tout à fait du e-commerce. Service, qu'est-ce que ça peut être ? Je pense à Gérézo, par exemple. Nous sommes organisme de formation. On travaille aujourd'hui sur un partenariat avec l'APEC. C'est une idée qu'on a en tête depuis très longtemps. L'idée, c'est de dire que dans nos formations inter-entreprises, où on accueille 5 ou 6 stagiaires, il y a toujours de la place libre. On peut avoir 1 ou 2 fauteuils qui restent pour 2 stagiaires additionnels. Et pourquoi pas avoir des personnes qui sont en recherche d'emploi. Et voilà, on leur remet le pied à l'étrier en les accueillant en formation inter-entreprise. Et ils viennent participer pendant 2 ou 3 jours à une formation sur les RH, sur la paye, sur le management. Voilà, c'est quelque chose qui coûte assez peu à Gérézo, le fait d'accueillir des participants supplémentaires, puisqu'on a un consultant qui est là en salle, avec un groupe de stagiaires qui est déjà présent. Mais ça, voilà, ça peut contribuer à notre valeur de marque et à la façon de se différencier. La source du podium des marques engagées, je le mettrai en lien. Est-ce que le slow content est compatible avec la réduction du temps d'attention des utilisateurs ? Alors, comme je vous l'ai dit, le mythe du poisson rouge, c'est un mythe. C'est-à-dire que les études ont montré que le temps d'attention moyen de nos contacts était de 8 secondes, mais ce n'est pas pour autant que l'on ne peut pas gagner leur attention plus longtemps. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des contenus qui sont plus denses, parce qu'il est possible d'avoir de l'attention qui est plus soutenue pendant un temps plus long, sous réserve de proposer un contenu qui est vraiment impliquant. Et puis après, ce sont des questions de début de webinaire. Alors les clés en matière de SEO pour apparaître dans les moteurs d'IA. Alors, moi, je fais le pari que les recettes que vous avez aujourd'hui en SEO sont quasiment les mêmes que celles qui vont vous permettre d'apparaître dans les moteurs IA. Je vous ai dit qu'on a été peut-être un petit peu plus sur des contenus courts, des fiches pratiques qui permettent de répondre aux requêtes vocales ou aux requêtes en langage naturel. Mais je suis convaincu que les moteurs d'IA vont faire un peu un travail inverse de Google, c'est-à-dire essayer de reprendre un petit peu l'algo de Google tel qu'il existe aujourd'hui pour proposer des réponses qui peuvent convenir. Je pense que les moteurs d'IA ne vont pas rebattre l'intégralité des cartes en matière de référencement, et notamment parce que tous les sites ne peuvent pas s'adapter. Des gros sites de contenu sont des sites qui sont pertinents, et Amazon, par exemple, ne va pas complètement bousculer sa façon de proposer du contenu pour faire plaisir à des moteurs IA. Et là, c'est plus les moteurs IA qui vont finalement remettre en avant des techniques SEO qui étaient valables pour Google. Alors, le lien de Sam Altman d'Insider ODFA, il a été mis dans le chatter. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme question ? Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Je vous remercie pour votre attention. Il est 10h30. Alors, pour finir, quelques petites références. On a donc une gamme de formations en marketing chez Gérézo sur laquelle j'avais travaillé en amont, et vous retrouverez tout ce contenu à travers les différentes formations qu'on propose, sachant que la formation sur les fondamentaux s'appelle les essentiels du marketing chez nous. On a vraiment été vigilants sur le recrutement de nos consultants en marketing, et le but, c'est qu'ils soient vraiment cette logique de donner du contenu gratuit et puis d'intégrer toute l'actualité.
Et puis le dernier point, c'est voilà l'ouvrage que j'ai publié récemment, donc la 3e édition sur le marketing digital. On est beaucoup plus sur les logiques de SEO, SEA, Analytics et emailing. Donc c'est une partie de ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que vous pourrez y trouver votre compte en termes de contenu marketing. Merci à vous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Et puis, je suis à votre disposition après coup pour répondre à vos questions. Merci à vous. Au revoir.